Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence provinciale qui porte le titre de Douleurs chroniques et sexualité, mieux comprendre pour mieux s'adapter avec Monsieur Louis-Pierre Auger, ergothérapeute. Alors, ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Avant de pouvoir lui céder la parole, comme vous le savez à notre habitude, je vous présente quelques règles pour que cette rencontre puisse bien se dérouler. J'ai oublié de me présenter, Cindy Girard, bénévole et membre du CA et je m'occupe aussi des groupes d'entraide à la QDC. Je suis membre aussi douleurs chroniques, tout comme vous. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Alors, pour les règles, pour que le tout se passe bien aujourd'hui, comme vous le savez, confidentialité dans le sens que on ne prend pas nécessairement de capture d'écran ou enregistrer les personnes qui poseraient des questions. Respect mutuel, toujours dans le chat, surtout si quelqu'un apporte une opinion ou quoi que ce soit, on accepte l'opinion de tous. Donc, on vous invite à rester respectueux toujours dans le chat et aussi lorsqu'on prend la parole. Votre participation d'aujourd'hui est volontaire, bien sûr. Nous vous invitons à avoir une écoute active, de ne pas interrompre le conférencier. Donc, on ne n'ouvre pas le micro. C'est très important, s'il vous plaît. Notre conférencier n'est pas là aujourd'hui pour donner des conseils médicaux personnalisés. Lorsqu'on pose des questions, on pose des questions dans un sens général qui peuvent aider un peu tout le monde et non dans un but privé. Utilisation de la technologie, vous pouvez ouvrir votre micro lorsque je vous donne à la fin le temps de parole. Autrement, on n'ouvre pas le micro. On garde un temps de partage pour tous. Si vous avez à poser une question, on garde en tête qu'on veut laisser le temps à d'autres personnes de poser des questions aussi. Donc, un environnement bienveillant et sans jugement. Et les questions seront répondues à la fin de la présentation selon le temps qui va nous rester. Comme vous savez, c'est une présentation qui est de midi à 1 heure. Donc, selon le temps qui nous restera, on va prendre les questions qu'il y a eu durant la présentation dans le chat, puis aussi des questions à main levée. Donc, ça, c'est pour nos petites règles de fonctionnement. La question qui nous revient toujours, est-ce que l'enregistrement va être disponible? Oui, notre conférencier a accepté qu'on enregistre aujourd'hui. Alors, dès demain, notre directrice générale Geneviève Couture va le mettre le tout en ligne. Voici le site Internet. Je vais tout mettre dans le chat. Donc, si vous n'avez pas le temps de le prendre en note, pas de problème. Moi, je mets ça dans le chat pendant la présentation. Vous allez pouvoir le noter. Ou sur notre blog YouTube, vous allez pouvoir retrouver la présentation. Comme vous savez, on aime ça vous laisser des ressources parce que des fois, le sujet peut venir chercher des émotions. On ne sait pas comment vous allez suite à la conférence. Alors, la QDC, on a une personne qui est là pour vous au 1-855 douleurs du lundi au vendredi de 8 h à midi, de 13 h à 16 h 30 que vous pouvez téléphoner en tout temps. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Vous avez aussi l'urgence détresse émotionnelle que vous pouvez téléphoner, texter, clavardage en ligne. Je vais tout mettre ça dans le chat également. Et le numéro 811, facile à retenir, c'est un numéro que c'est info sociale. On peut parler à un travailleur social en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'arrête ma présentation. Et sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence et je cède la parole à Monsieur Louis-Pierre Auger, ergothérapeute. Merci. Merci beaucoup. Merci Cindy pour l'invitation. Merci aussi à Geneviève Couture puis à la QDC en fait là, de m'avoir contacté. Puis ça me fait bien plaisir d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Comme j'ai été si bien présenté, là, moi je m'appelle Louis-Pierre Auger. Je suis ergothérapeute et moi en fait pour vous dire quelques mots sur moi en fait pour vous expliquer pourquoi je suis la personne qui vient en ligne vous parler aujourd'hui, c'est que, excusez-moi, Zoom m'envoie des petites alertes. Euh, pourquoi c'est moi qui viens vous parler aujourd'hui? C'est que dans mon expérience comme ergothérapeute, moi j'ai travaillé surtout auprès de personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou un AVC.
Les personnes qui connaissent pas ce que c'est, en fait, c'est une condition de santé qui affecte le cerveau et un vaisseau sanguin, soit qui se rupture ou qui se bouche, puis ça amène des dommages au cerveau. Puis avec les dommages au cerveau, ben, ça amène des conséquences sur la personne, mettons, soit sur ses mouvements, sur sa mémoire, sa concentration, peut-être ses sensations aussi, puis sur toutes les activités que la personne peut faire dans son quotidien. Euh, et moi, en fait, dans ma pratique comme ergothérapeute, ce que je me rendais compte, c'est que on parlait de tout avec notre clientèle, sauf la sexualité. Et c'était pas seulement les ergothérapeutes qui parlaient pas de sexualité, c'était l'ensemble des professionnels de la santé qui avaient dans mon milieu de réadaptation que quand je leur parlais, je me rendais compte, coudonc, c'est pas juste moi finalement qui en parle pas de sexualité, c'est pas mal tous les professionnels de la santé. On dirait qu'on sait pas comment en parler, on sait pas avec qui en parler, puis on sait pas si c'est correct d'en parler ou pas avec nos clients. Fait que ça, ben, cette histoire-là, ça remonte, on est comme à 2015-2016. Et moi, je me suis dit, ben, Louis-Pierre, j'ai envie de changer les choses. J'ai envie euh, d'aider les autres professionnels à offrir des meilleurs services à leurs clients et clientes, un peu comme vous. Parce que même si je vous parle là d'accident vasculaire cérébral en début de présentation, je suis très conscient que la plupart des conditions de santé, puis des situations qui affectent notre quotidien ou des fois qu'on peut parler de situations de handicap, euh, ben, la plupart des conditions puis des situations de handicap peuvent affecter la sexualité aussi et la douleur chronique en est une. Fait qu'aujourd'hui, justement, moi, je suis là. En fait, puis là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait une maîtrise et un doctorat à l'Université de Montréal pour faire de la recherche pour mieux comprendre comment est-ce que les conditions de santé, ça peut affecter le vécu de la sexualité, puis comment est-ce qu'on peut faire pour vous offrir des meilleurs services de santé. Donc, vous allez voir aujourd'hui, moi, je vais vous parler de sexualité, de réadaptation, peut-être un peu de service professionnel, de comment s'adapter à notre condition de santé, mais surtout à la base, qu'on regarde ensemble, qu'on comprenne mieux de quelle manière est-ce que la douleur chronique, ça peut affecter notre vécu de la sexualité. Donc, on a une belle grosseur ensemble. Je vois qu'il nous reste 50 minutes. Puis vous allez voir, mon objectif, c'est pas de vous parler pendant 50 minutes puis que vous ayez pas de place pour intervenir. Je vais essayer que ma présentation elle dure un gros 25 minutes ou une petite demi-heure pour qu'on ait un temps d'échange à la fin entre nous parce que moi, j'arrive avec du contenu, mais c'est vous les experts et les expertes de c'est quoi la vie avec la douleur chronique puis comment est-ce qu'on s'adapte avec notre douleur chronique. Puis peut-être même qu'on pourrait se partager ensemble des stratégies ou des conseils sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure intimité, une sexualité qui est plus satisfaisante, ou du moins peut-être répondre à certaines questions que j'aurais pas abordées dans le cadre de la présentation. Donc, ne vous gênez pas pour écrire dans le chat tout au long de la séance. Vous allez voir, moi, je vais être concentré au début sur ma présentation, mais j'ai Cindy et Geneviève qui sont là aussi, là, qui vont pouvoir m'aider si jamais je manque des informations. Puis Geneviève et Cindy, n'hésitez pas à m'arrêter durant la présentation si jamais à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a un sujet qu'on pourrait approfondir live sur quelque chose qu'on dit. Là, ça me ferait plaisir. Moi, je vais être capable après de rembarquer. Donc, je vais vous partager mon PowerPoint, puis vous allez voir en début de présentation, je risque de vous demander d'écrire dans le chat pour certaines questions ou pour que vous me disiez, vous, vos réponses à ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vous avertis aussi, aujourd'hui, moi, je vous présente deux PowerPoint. Je vais jouer en deux présentations PowerPoint, puis des fois, je vais vous transmettre une vidéo aussi. Fait que, tu sais, vous allez voir, ça va être dynamique. Fait que c'est pour ça que vous allez avoir accès à l'enregistrement, mais pas aux présentations PowerPoint parce que ça deviendrait mélangeant un peu pour vous à la longue. Mais avec l'enregistrement, vous allez voir le PowerPoint que je partage, comme ça va être clair pour vous. On commence, en fait. Ici, c'est une présentation qui a été faite à la base pour l'AVC, puis je vais vous la traduire, la transmettre, l'adapter pour la douleur chronique. Puis en fait, pour certaines situations de douleur chronique, ça peut être lié à une condition neurologique aussi, fait que vous allez voir, ça peut être pertinent pour vous. Donc, fait que c'est ça, je me suis présenté, je vous ai expliqué là, pour les personnes qui sont
moins familière avec c'est quoi un ergothérapeute, en fait, les ergothérapeutes, on est là pour aider les patients, les personnes qui ont une situation de handicap à participer pleinement à leurs activités de la vie quotidienne. Donc, on est là pour adapter les tâches, adapter l'environnement et les aider à s'adapter soit à de la douleur, à de la faiblesse ou à d'autres aspects que leurs conditions de santé peuvent affecter sur leur personne. Donc, en gros, les ergothérapeutes, on est les spécialistes des activités, des occupations, puis on aide nos patients à mieux participer à leurs occupations. Et moi, justement, comme je vous disais, j'ai fait le choix de me spécialiser dans les occupations ou les activités qui sont liées à la sexualité. Donc, euh, ici, là, je ferme un peu les petites caméras pour que Zoom ne me déconcentre pas trop. Euh, donc, quand on parle ici, on a avant qu'on parle de santé sexuelle, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, c'est quoi, à quoi ça nous fait penser, nous, le mot de la sexualité. Euh, Excusez-moi, juste un instant, je me rends compte, je dois arrêter mon partage d'écran pour fermer une page ici. OK, je reviens. Donc là, on revient ensemble, on en profite avec le partage d'écran qui est arrêté. J'aimerais ça qu'on échange ensemble sur à quoi ça nous fait penser, nous, le mot de la sexualité. C'est quoi les mots qu'on associe à ça, la sexualité? Vous pouvez utiliser le chat. Moi, je vous donne dans un exemple. euh, il y a des personnes qui vont me dire, bon, ben, pour moi, sexualité, je l'associe avec le mot plaisir. D'accord? Donc, ici, moi, j'aimerais ça vous demander, vous, quand on parle de sexualité, c'est quoi les mots qui vous viennent en tête? C'est quoi votre définition de la sexualité? Vous pouvez prendre le temps d'écrire. Ça peut être un, deux, trois mots. Ça peut être plus si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On se donne un petit instant. Puis je vais les lire à voix haute. Très intéressant. Fait que je commence à les lire pendant que vous écrivez. On a désir, intimité, plaisir, on a faire l'amour, les rapprochements, on a l'identité, la reproduction, le plaisir. Quand il y a des mots qui reviennent, je les répéterai pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas importants. On a tendresse, amour. Ici, je crois qu'on est plaisir, besoin fondamental. On a Tania qui nous dit sexe, sensualité. On a le corps. Euh, Très intéressant. Plaisir personnel et partagé. Donc, sexualité qui peut être vécue individuellement, mais être vécue aussi avec d'autres, avec un ou plusieurs autres partenaires. Très intéressant. On a connexion, on a plaisir, vulnérabilité, très intéressant, euh, détente, communion avec l'autre, hein, communion, on pourrait même voir aussi communication, santé, on a épanouissement aussi, très intéressant, hein, une sexualité satisfaisante fait partie de notre épanouissement comme personne, complicité, communication, toucher, très intéressant. Hein. Fait qu'on a ici, on a des aspects de toucher, donc de sensibilité, ce qu'on peut rapprocher aussi avec la douleur, justement. Un toucher peut être agréable, peut être désagréable, peut être fort, léger, en surface ou profond. Très intéressant. On a le mot sensoriel, le mot bonheur, très intéressant. Donc, et on a d'autres mots qui continuent à rentrer. On a orgasme, très intéressant. Fait que là, des aspects qu'on pourrait associer à la réponse sexuelle. Hein. Comment est-ce que notre corps réagit à une stimulation qui est sexuelle? Ça peut être quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on ressent. Ça peut entraîner une réponse sexuelle ou une réaction d'excitation qu'on va parler. Donc, l'excitation, en fait, pour les hommes, ça peut être l'érection. Pour les femmes, ça peut être la lubrification vaginale, ça peut être l'engorgement des grandes et des petites lèvres, par exemple. Euh, donc, ensuite, on a tous les aspects liés à l'orgasme. Hein. Donc, l'orgasme qui peut s'accompagner de plaisir ou d'éjaculation des fois, tu sais, d'une personne à l'autre, ça peut varier aussi. Mais oui, souvent, l'orgasme, on va l'associer à la sexualité aussi. Très intéressant. On peut avoir des souvenirs, on peut avoir des flashbacks en lien avec la sexualité.
en lien avec notre vécu antérieur, très intéressant. Et avec la sexualité, hein, il peut y avoir des vécus positifs, puis il peut y avoir des vécus négatifs aussi. Puis c'est important de les prendre en considération tous les deux. Exploration, oui, il peut y avoir trauma. Donc ça fait partie justement du portrait global de la sexualité, puis de comment est-ce qu'on compose avec notre sexualité en fonction de nos propres expériences qu'on a vécues par le passé, puis peut-être qu'on vit actuellement aussi. Très intéressant. On a fantasme, donc toute la partie psychologique, toutes les réflexions, toutes les pensées qu'on peut avoir par rapport à la sexualité qui peuvent nous amener, entre autres, à vivre du plaisir, à se situer dans des situations qui nous plaisent ou à nous projeter. Euh, Très intéressant. Et on a, je vais prendre ce dernier mot-là, l'amour. Donc, pour plusieurs personnes, la sexualité peut être liée à l'amour, à une relation, à faire l'amour, donc à des sentiments, des émotions. Donc, tout ça, là, ça peut justement être lié à la sexualité. Fait que comme on peut le voir, hein, on avait toutes la même question qui était, c'est quoi pour moi les mots que j'associe à la sexualité? Et on a vu dans le chat qu'il y a beaucoup de mots qui sont ressortis. Puis c'était tous des bons mots. C'était tous des concepts qui étaient valides. Mais vous avez ressorti chacune d'entre vous des concepts différents. Peut-être parce que pour vous, la sexualité, elle est différente de ce qu'une autre personne pense que la sexualité, elle est. Puis en fait, c'est exactement ça. La sexualité est différente pour chaque personne. On a tous et toutes notre définition de la sexualité, puis on a tous et toutes notre manière de la vivre. Puis c'est ça qui est important, puis c'est ça qui est beau en fait avec le sujet de la sexualité, c'est que d'emblée, c'est personnel à nous, puis ça va être unique à nous, puis ça rend ça beau, mais complexe aussi de s'adapter à une condition de santé quand on a notre propre sexualité à considérer, puis à vivre, puis à réapprendre à vivre en fait quand on a par exemple une nouvelle situation de vie comme une douleur chronique qui s'installe dans notre quotidien. Donc, euh, là, on a parlé un peu, on s'est fait une définition commune de c'est quoi la sexualité. On va aller regarder maintenant, c'est quoi un état de santé sexuelle? Hein? C'est quoi la santé sexuelle au bout du compte? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé sexuelle comme faisant partie intégrante de la santé en général, du bien-être et de la qualité de vie dans l'ensemble. Donc, dans l'ensemble de l'expérience humaine. Hein. Donc, la santé sexuelle, c'est une dimension importante de votre santé, de votre bien-être, de votre qualité de vie. Mais c'est quoi la santé sexuelle? En gros, ça veut dire c'est un état de bien-être qui est physique, émotionnel, mental et social en lien avec la sexualité. Puis la santé sexuelle, ça veut pas dire que mon corps est 100% en santé et qu'il n'a aucune condition. Euh, c'est pas parce qu'on a une condition de santé qu'on ne peut pas avoir une bonne santé sexuelle. Donc, par exemple, c'est pas parce qu'on a de la douleur qu'on ne peut pas atteindre un état de santé sexuelle, donc un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social par rapport à la sexualité. Puis à l'opposé aussi, c'est pas parce que moi j'ai aucune condition de santé puis aucune situation de handicap que j'ai une situation de santé sexuelle nécessairement. Ça se peut que je vive autre chose qui fait que ma santé sexuelle, elle est influencée. Donc, euh, la santé sexuelle, on parle d'une approche positive et respectueuse de la sexualité puis des activités sexuelles. Et c'est quoi la santé sexuelle? C'est aussi la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui sont agréables, qui sont sûres ou sécuritaires, qui sont sans contrainte et sans discrimination et sans violence. Puis finalement, le dernier point, en gros, la santé sexuelle, ben, pour l'atteindre et la maintenir, il faut que nos droits sexuels soient respectés et protégés. Nos droits sexuels sont étroitement liés à nos droits humains. Si jamais ça vous intéresse, je vous encourage, vous allez avoir la référence là, à la fin de la présentation. Euh, on va parler maintenant de l'impact de la douleur chronique sur la sexualité. Et pour commencer, en fait, je fais juste nous rappeler là, que tu sais, la douleur, c'est en lien aussi, entre autres, avec notre système nerveux. Fait qu'on se rappelle les bases un peu. Dans notre système nerveux, on a le cerveau, qui est comme notre ordinateur du corps. On a la moelle épinière, fait que la colonne
qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, la moelle épinière, ça, c'est comme notre relais. Hein? Ça, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est transmise vers le corps. Et finalement, on a nos nerfs qui sont un peu comme nos fils électriques dans notre maison, qui transmettent les mouvements puis les sensations dans un équilibre là, constant vers nos muscles, vers notre peau, vers nos bras, nos jambes, notre torse. Donc, tout ça, ça fonctionne ensemble pour nous amener, juste pour faire fonctionner notre corps. Le système nerveux, donc, c'est un peu ça les bases qu'on a ici. Là, je vais nous changer de PowerPoint. En fait, avant qu'on parle de la douleur chronique en général, on va s'introduire sur une condition de santé qui est associée à la douleur, qui est la fibromyalgie. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui présentent une fibromyalgie. Il y a peut-être des personnes dans la salle aussi qui n'ont pas ça du tout, qui ont une autre condition de santé, mais dont le vécu pourrait se rapprocher d'une personne avec fibromyalgie. On va aller écouter cette vidéo-là, puis ensuite, on va généraliser un peu plus sur comment est-ce que la douleur peut affecter la sexualité. Donc, on va aller écouter cette vidéo-là qui est en français. Je vais m'assurer que vous voyez bien. La fibromyalgie est une affection chronique d'origine inconnue, définie par une constellation de symptômes et caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques diffuses, souvent associées à de la fatigue et des troubles du sommeil. En plus de ces symptômes, les patients atteints de fibromyalgie signalent également de l'anxiété, des problèmes de mémoire et de concentration, des maux de tête, des engourdissements, des picotements et des syndromes dépressifs. La fibromyalgie a été souvent délaissée par les médecins qui la considèrent comme bénigne, puisque n'entraînant pas de risque vital. Cependant, cette maladie entraîne souvent un handicap fonctionnel, avec un effet négatif important sur la qualité de vie. De nombreuses études montrent que la fibromyalgie est associée à une diminution de la satisfaction sexuelle, à des troubles de l'excitation, à une perturbation de la capacité orgasmique et à une augmentation de la douleur lors des rapports. Chez les patientes atteintes de fibromyalgie, la lubrification se fait moins bien, et le seuil à partir duquel la douleur est ressentie est plus bas que la normale, ce qui explique les dyspermies. La fibromyalgie affecte la capacité à faire l'amour et peut mettre le couple à rude épreuve à cause des troubles sexuels dont cette maladie est responsable. De plus, alors qu'en général un partenaire enclin au rapport sexuel peut améliorer le pronostic d'une dysfonction sexuelle, dans le cas de la fibromyalgie, un partenaire trop insistant peut au contraire les renforcer. Les patientes atteintes de fibromyalgie présentent, dans 70% des cas, un syndrome dépressif associé et on pense souvent que c'est cette dépression qui est responsable des problèmes sexuels. Mais, en réalité, il a été démontré que les patientes atteintes de fibromyalgie, même sans syndrome dépressif associé, présentent des difficultés sexuelles bien distinctes par rapport aux témoins sains, et qu'une dépression majeure coexistante n'a pas d'effet négatif supplémentaire sur la fonction sexuelle. La fibromyalgie pourrait en fait influencer la dysfonction sexuelle chez les femmes par des voies à la fois psychologiques, anxiété, fatigue, etc., et physiologiques, faible tolérance à la douleur, vulvodynie, douleur dans le corps avant, pendant ou après les rapports sexuels, etc. En conclusion, les médecins qui traitent la fibromyalgie dans leur pratique quotidienne devraient être conscients de la possibilité de dysfonction sexuelle chez les femmes. L'anamnèse sexuelle devrait faire partie intégrante de l'évaluation des patientes atteintes de fibromyalgie, et une intervention sexologique devrait être proposée à ces patientes. OK, très intéressant. Donc, comme vous avez vu, hein, c'est une vidéo spécifique à la fibromyalgie et spécifique aussi aux femmes. Donc, ça ne veut pas dire que d'autres conditions de santé qui sont liées à la douleur chronique ne peuvent pas affecter la sexualité et que les hommes qui ont de la douleur chronique ne peuvent pas avoir de problèmes liés à la sexualité. Pas du tout. En fait, c'est surtout aussi que les ressources je vais dire, animés ou vidéos là, en lien avec la sexualité sont plutôt rares, puis surtout en français. Fait que c'est un beau point de départ, justement, pour une réflexion là, par rapport à l'impact de la douleur sur la sexualité. Ce qu'on voyait hein, dans cette vidéo-là, entre autres, c'est qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que la sexualité est affectée quand on a une douleur chronique.
comme la fibromyalgie, mais que les conditions de santé en soi, les conditions de douleur peuvent causer des problèmes liés à la sexualité. C'est pas seulement, par exemple, l'impact sur le quotidien puis le fait de vivre une dépression ou des émotions négatives en lien avec la douleur qui affecte la sexualité. C'est un peu un tout qui vient justement là, venir influencer notre sexualité, à savoir est-ce que ça se passe bien ou pas bien ou comment ça se passe pour nous. Euh, et on va voir un peu plus loin au niveau de comment est-ce que la douleur pourrait affecter la sexualité. Faut juste que je retrouve ici. Excellent. Donc, ici, on descend un peu plus, on y va rapidement. Douleur persistante et sexualité. En fait, là, j'essaie de voir. Je crois que ça va apparaître quand même en assez grand pour que vous le voyez. Donc, euh, pour des personnes, par exemple, qui avaient une lombalgie chronique, donc on parle de 50 hommes et 50 femmes, au-dessus de 80% avaient des difficultés sexuelles, donc soit des dysfonctions sexuelles ou de la difficulté à participer à leurs activités liées à la sexualité. 15% avaient une baisse de désir. Euh, la grande majorité, 97,5%, avaient des douleurs en lien avec certaines positions qu'ils et elles prenaient et plus de 50% avaient vécu une réduction dans la fréquence ou dans le nombre d'activités sexuelles qu'il y avait, disons, soit par semaine ou par mois ou par année. Euh, Ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que 90% des hommes et 72% des femmes avaient vécu soit des difficultés dans leur couple ou une rupture, en lien avec les difficultés sexuelles que leur douleur persistante leur amenait. Une autre étude, ce qu'on voit, c'est plus de 50%, on avait des difficultés d'excitation en contexte de douleur chronique. Plus de 50%, on avait de l'insatisfaction avec les relations sexuelles. Plus de 80% des personnes disaient que la sexualité ne répondait pas à leurs besoins. Euh, et finalement, ce qu'on voyait, c'est que la fonction sexuelle n'était pas liée à l'intensité, la durée ou la fréquence de la douleur. Donc, ce que ça veut dire, en fait, ici en bas à droite, là, vous allez me dire, ouais, Louis Pierre, ça pour moi, c'est peut-être pas clair. En gros, c'est que des fois, les petites douleurs pouvaient avoir un gros impact sur la sexualité, ou des fois, les grosses douleurs pouvaient peut-être avoir un moindre impact sur la sexualité. En gros, c'était pas systématiquement associé. C'est pas parce que on a des plus grosses douleurs que notre sexualité, elle est plus affectée. Donc, même si vous ressentez une douleur que des fois vous dites, ben écoute, ça pourrait être pire, là, je me fais pas arracher un bras de toute façon, là, tu sais, ben, ça peut quand même affecter votre sexualité, puis c'est démontré par la science et c'est valide comme expérience. Euh, Sinon, ici, si on regarde une autre étude qui date un peu, mais encore une fois, comme je vous disais, les études sur le sujet de la sexualité, il y en a pas, on en a encore beaucoup à faire. Fait que quand on en a, on est content. Ici, il y a 28 femmes qui ont présenté leur expérience, donc qui ont participé à des entrevues, ils ont expliqué en détail comment ça se passe pour elles, le vécu de la sexualité. Puis, en fait, ce qu'on voyait, c'est que la douleur avait une influence sur leur relation. Donc, ça pouvait soit leur amener à éviter d'avoir des activités sexuelles, ça pouvait peut-être soit sinon amener des ruptures, mais aussi des fois, ça pouvait être associé à des rapprochements parce que certaines personnes, dans leur adaptation, se sont soit adaptées en, disons, en se reculant, en prenant de la distance en lien avec leurs relations puis leurs activités sexuelles, mais d'autres personnes aussi, ce qu'on voyait, c'est qu'elles ont peut-être communiqué davantage avec leur partenaire, peut-être mis leurs priorités par rapport à la sexualité, à savoir, mais regarde, pour moi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me plaît le plus et de quelle manière est-ce que je peux m'ajuster avec ma douleur pour que je sois quand même satisfaite sexuellement, parce que c'est possible. Euh, le fait pour certaines personnes que la douleur était en variation dans la journée, c'était quelque chose qui rendait ça difficile pour la sexualité. Par exemple, si le matin, la douleur elle est moins forte que l'après-midi ou la soirée, ben ça, justement, pour l'autogestion,
c'était un enjeu. Peut-être que c'est une expérience que vous vivez aussi. Euh, un aspect qui était intéressant, c'est que tu sais, les participantes, elles avaient de la douleur, mais elles étaient prêtes à avoir des activités sexuelles. Ce qu'on voyait dans l'étude, c'est que des fois, c'était les partenaires qui avaient peur de blesser la dame qui participait à l'étude, donc qui vivait de la douleur. Donc, des fois, les dames, elles, étaient comme, ben moi, je suis prête, ça va, allons-y, mettons, faisons l'amour. Mais c'était les partenaires qui étaient précautionneux, qui voulaient pas, qui étaient stressés parce qu'ils voulaient pas causer de la douleur ou pas l'empirer, par exemple. Donc, ça pouvait amener des défis. Et finalement, la communication dans le couple, c'était une dimension qui était super importante. Donc, les couples qui rapportaient, qui disaient que, ben, regarde, nous, dans notre couple, la communication, ça va bien, on voyait que la sexualité, ça avait l'air d'aller sensiblement mieux que pour les couples qui avaient de la misère à s'en parler de sexualité, puis de la misère à communiquer ensemble de ce côté-là. Donc, des fois, on est beaucoup à la recherche de solutions miracles pour améliorer notre sexualité, mais parmi les dimensions ou les aspects qui sont hyper importants quand on vit notre sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est la communication verbale et non verbale aussi en lien avec la sexualité. Maintenant, là, ici, ce que j'aimerais, on va parler de l'impact de la douleur sur la sexualité. On va parler d'impact direct, d'impact indirect, pardon, excusez-moi, d'impact indirect et d'impact psychosociaux. Donc, quand on parle d'impact direct, c'est de venir dire, euh, donc, excusez-moi pour ça. Donc, quand on parle d'impact direct, c'est de venir ressortir en gros comment est-ce que ma condition de santé qui m'amène ma douleur chronique, comment est-ce qu'elle peut affecter mon processus de réponse sexuelle. Donc, comment est-ce qu'elle peut affecter ma capacité à vivre de l'excitation, peut-être même vivre du désir ou à vivre des orgasmes. L'impact indirect, ça, c'est comment est-ce que mes incapacités ou d'autres symptômes que je vis viennent influencer la sexualité. Par exemple, est-ce que je vis de la faiblesse? Est-ce que j'ai des impacts cognitifs? Est-ce que j'ai des impacts au niveau de ma continence, par exemple? On va en parler. Donc, comment est-ce que ça vient affecter indirectement la sexualité? Et finalement, on peut avoir des impacts psychosociaux. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous présente tous ces impacts-là? C'est pour faire du chemin avec, faire un lien avec ce dont on a parlé en début de présentation, qui est que la sexualité, c'est vaste, c'est complexe et on peut la vivre de différentes manières. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent venir affecter notre sexualité. Quand on parle d'impact en lien avec une condition de douleur chronique, on peut avoir, par exemple, des conditions qui affectent, qui sont directement liées à de la douleur pour nos organes génitaux. Par exemple, on peut avoir de la vulvodynie, de la dyspareunie. Il peut y avoir des conditions de santé où nos nerfs dans la région de notre périnée, donc au niveau des organes génitaux, entre autres, qui sont hypersensibles à certaines stimulations ou à de la douleur, puis qui peuvent faire, par exemple, que j'ai de la douleur, par exemple, à la pénétration ou à l'excitation. Euh, un autre impact direct, ça peut être justement d'avoir peut-être une grosse hernie discale ou d'avoir tu sais, une hernie discale pour les personnes qui sont peut-être moins familières, c'est quand on a un disque entre nos os de la colonne vertébrale qui peut être déplacé et qui va venir faire de la pression soit sur la moelle épinière ou sur nos nerfs. Et ça se peut que certaines conditions viennent affecter les nerfs directement liés à notre réponse sexuelle, à notre excitation, par exemple. Donc, peut-être qu'à cause d'une très grosse hernie discale qui arrive à un certain niveau, que on pourrait avoir plus de difficultés à avoir des érections, à avoir de la lubrification vaginale ou peut-être des orgasmes. Au niveau des impacts indirects, ben, la douleur en soi est un impact indirect d'une condition de santé qui peut venir nous affecter dans notre vécu de la sexualité. Hein, la douleur, vous la vivez sûrement dans votre quotidien, peut nous affecter euh, pour prendre les positions qui nous plaisent, pour nous déplacer dans le lit, dans notre maison, peut-être pour être capable d'aller nous déshabiller, mettons peut-être enlever nos bas, enlever nos souliers, monter les pantalons ou les baisser, par exemple.
La douleur peut aussi s'accompagner de fatigue. Donc, ça, c'est le petit bonhomme en bas, là. Tu sais, ça se voulait être un bonhomme fatigué. Donc, quand on a une douleur chronique, les enjeux liés à l'énergie peuvent être présents. Il peut y avoir aussi, puis là, la fatigue aussi, ce n'est pas l'ami du désir sexuel. Quand on est fatigué, souvent, ça peut finir par ne pas nous tenter d'avoir des activités sexuelles. Donc, ça fait aussi partie justement des impacts indirects qu'une condition de douleur peut nous amener. Et finalement, on peut aussi avoir des changements dans notre sensibilité. Par exemple, il peut y avoir des touchés qui avant étaient agréables, certaines zones du corps qui étaient des zones qu'on considérait érogènes, donc qui nous amenaient des sensations de plaisir qui pouvaient être associées à la sexualité, mais ça se peut qu'aujourd'hui, notre peau ou certaines régions de notre corps ne réagissent plus comme avant à des stimulations de plaisir. Puis là, il faut s'ajuster. Tu sais, des fois, c'est, ben là, je sens plus rien là, ou disons, il touche pas le dos de ma main, maintenant, ça me fait très, très mal. Donc, ça, c'est des situations qu'on peut voir dans des conditions de santé neurologiques, liées à la douleur, pardon, et qui peuvent être liées aussi à la neurologie. On peut aussi avoir des impacts psychosociaux. Donc, quand on parle de psychosociaux, en fait, c'est sur nos émotions, mais aussi sur nos interactions avec notre environnement social, surtout. Donc, nos partenaires, soit actuels ou potentiels. Le fait de vivre de la douleur chronique, ça peut amener plus de tension dans le couple. Des fois, on peut, par exemple, peut-être être moins patient, être plus irritable. Mais des fois aussi, ça peut amener de l'incompréhension de la part de nos partenaires. Parce que la douleur, c'est pas quelque chose qui est visible. C'est pas une blessure, c'est pas quelque chose qui saigne. Et ça peut être difficile pour les personnes de se mettre à notre place puis de savoir, ben, qu'est-ce qui est vécu? Est-ce que j'ai vraiment des bonnes raisons de pas bien aller aujourd'hui? Peut-être que c'est des situations que vous avez déjà vécues dans votre quotidien aussi. Donc, le fait que c'est un handicap qui est invisible, la douleur, ça peut amener des fois des difficultés de ce côté-là. Donc, et des fois aussi, quand on est très affecté par notre douleur, il peut y avoir des choses qu'on doit déléguer à nos partenaires. Peut-être même que nos partenaires doivent devenir des proches aidants. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué de naviguer entre les rôles de proches aidants et de partenaires intimes. Pour certaines personnes, ça peut aller très bien. Pour d'autres personnes, ça peut aller moins bien. Chaque vécu peut être différent. L'important, c'est d'en parler puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster à la situation de douleur chronique puis aux défis que ça nous amène. Euh, Louis-Pierre? oui, Oui, ben tu m'avais invité à poser les questions si c'était en lien. Fait que j'ai peut-être oui. une question qui pourrait justement, on pourrait peut-être justement dire si c'est un impact direct, indirect. Mhm. J'avais Vanessa qui se posait la question, quel est l'impact des traitements de la douleur sur la sexualité, notamment les antidépresseurs pris dans le cadre de douleurs neuropathiques? On sait que les antidépresseurs ont un impact sur la sexualité. C'est une excellente question. Merci Cindy de l'avoir amenée. Dans cette catégorisation-là, on pourrait le mettre à mi-chemin entre les impacts directs et indirects. L'important, je dirais, c'est de ne pas l'oublier, que la médication peut aussi avoir un impact sur le vécu de la sexualité. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir amené ça parce que c'est un aspect qui est important. La médication qu'on va appeler antalgique ou la médication qui est là pour diminuer la douleur peut aussi mener à des impacts sur le vécu de la sexualité. Les antidépresseurs sont reconnus comme étant, comme pouvant avoir des impacts. Il peut aussi y avoir, si certaines personnes prennent des médicaments pour la tension artérielle, pour les spasmes, il peut aussi y avoir des impacts, des effets secondaires liés à la sexualité. En gros, ces médicaments-là sont souvent utilisés pour des aspects de survie ou pour confort. Donc, euh, c'est justement malheureusement l'effet secondaire. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais c'est très rare que les médicaments n'ont pas d'effet secondaire sur les personnes. Euh, la question, je vais juste aller relire. Ok, je vais juste relire le commentaire pour m'assurer. Donc, en gros, c'est quoi l'impact pour répondre à la question? Souvent, ce qu'on va voir, c'est un ralentissement de la réponse sexuelle ou une perte de désir. Donc, ça va moins nous tenter de faire l'amour, ça va moins nous tenter d'avoir des activités sexuelles.
Peut-être qu'on pourrait vivre de la sécheresse vaginale ou des troubles érectiles. Ce que j'ai déjà vu aussi certains patients, ce qu'ils m'ont dit, c'est que des fois, les orgasmes ne sentent plus de la même manière. On ressent pas les mêmes sensations ou des fois, ça peut être difficile d'atteindre l'orgasme à cause de la médication. Ce que je vous dirais, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que ces médicaments-là ne sont pas importants. C'est important de continuer à les prendre tels que ça nous est prescrit par nos médecins. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que si vous voyez que votre médication a un impact sur sur votre sexualité ou si vous suspectez qu'elle a un impact, je vous conseille fortement d'en parler avec vos médecins, peut-être même aussi avec votre pharmacien, pour voir est-ce qu'il y a des possibilités d'ajuster la médication. Est-ce qu'il y a des molécules qui pourraient être différentes, qui pourraient avoir un impact différent sur ma sexualité ou peut-être un impact qui est moindre, mais qui pourrait quand même continuer à remplir sa fonction, par exemple, soit d'antidouleur ou d'antidépresseur. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de continuer à prendre la médication comme prescrit par notre médecin tant qu'on n'a pas justement eu cette discussion-là avec eux. J'espère que ça répond un peu à la question. Euh, Puis en fait, justement, je pense que ça nous amène graduellement à peut-être ce que je voudrais juste vous dire, c'est que il y a plusieurs professionnels de la santé qui peuvent vous aider en lien avec votre sexualité. L'important, c'est d'en parler à la base. Puis je suis conscient que ça peut être difficile d'aborder le sujet de la sexualité. La sexualité, c'est intime, c'est personnel. Pour certaines personnes, ça peut être tabou. Mais sachez que vos médecins, vos infirmières, si vous avez un psychologue, si vous avez un sexologue, les sexologues sont spécialisés en sexualité, mais aussi si vous voyez un ergo, un physiothérapeute, euh, en fonction de vos enjeux, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider. Puis c'est justement là où la catégorisation des impacts de la douleur, soit est-ce que c'est un impact qui est direct, indirect ou psychosocial, c'est là que ça peut venir aider les professionnels à savoir, ben, est-ce que c'est moi la bonne personne pour vous aider ou est-ce que je devrais vous référer à quelqu'un d'autre? Donc, euh, parce que la réadaptation liée à la sexualité, vu que la sexualité, c'est un sujet qui est complexe, peut et doit se faire de façon interdisciplinaire. Puis je vous avouerai que c'est justement ça que je fais avec mes travaux de recherche, d'aider les intervenants à mieux aborder la sexualité puis à offrir des services de meilleure qualité à leurs patients qui, j'espère, comme vous, là, dans le futur, là, pourraient là, bénéficier de ces services-là. Peut-être donc, je vais conclure ici puis vous montrer un outil, puis après, on va tomber dans une période d'échange et de questions. Euh, la douleur, ça peut affecter de façon importante la sexualité. Il y a un besoin chez les patients, chez les usagers, chez les personnes qui vivent une douleur, que les intervenants s'impliquent pour favoriser là, la participation aux activités liées à la sexualité pour que les gens soient plus épanouis sexuellement. Euh, il y a des interventions qui existent, puis vos professionnels de la santé ont des outils ou ont des connaissances pour au moins vous aider à vous ajuster. Mais l'important, c'est de commencer à en parler et ça se pourrait fortement que vous deviez être la première personne qui en parle pour que les suivis commencent parce que les intervenants non plus ne savent pas toujours comment en parler et des fois, on peur de vous froisser ou on peur de faire des faux pas. C'est pas mal intentionné de ne pas aborder la sexualité de la part des intervenants. Ça vient plutôt d'un manque de savoir-faire, de savoir comment faire, de savoir comment agir et réagir. Mais si vous ouvrez le sujet, en général, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça se passe très bien et les intervenants font vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour vous aider. Je vais terminer avec un autre partage d'écran. Je vais juste vous montrer une ressource. Puis là, vu que je partage mon écran, Zoom me joue des tours. Ce sera pas bien long. Regardez, j'arrête le partage et je vous le repartage ensuite. Un. Je vais vous montrer un outil qui pourrait vous aider à aborder la sexualité avec, disons, votre infirmière, votre médecin de famille ou peut-être votre ergothérapeute. Euh, Puis je vais vous le rendre. Vous allez voir là en ce moment, il est écrit pour l'AVC, mais je vais vous l'ajuster pour la douleur chronique. C'est un outil qui rentre sur une page. Et en gros, ça peut juste vous aider à cibler, ben, moi, ce serait quoi mes besoins par rapport à la sexualité? C'est quoi les services que j'ai besoin de recevoir?
Par exemple, le deuxième encadré avec un petit papier, ben, j'aimerais ça en apprendre davantage sur l'impact. Là, ici, ce serait l'impact de ma douleur sur ma sexualité en général. Sinon, j'aimerais ça peut-être en apprendre un peu plus. J'aimerais ça peut-être participer à des ateliers. Ça, c'est celui peut-être avec des petits livres. Le personnage, l'icône avec deux personnages, un point d'interrogation. Ben, j'aimerais ça peut-être recevoir des conseils ou des stratégies personnalisées pour que ma sexualité soit le plus satisfaisante possible. Puis peut-être même, ben, j'aimerais peut-être ça parler à des professionnels spécialisés en sexualité, soit peut-être des sexologues, des physiothérapeutes en rééducation périnéale et pelvienne, ou peut-être des médecins spécialistes, par exemple. Donc, c'est un outil des fois qui peut aider la conversation. C'est pas une panacée, ça règle pas tous les problèmes, mais si jamais ça peut aider certaines personnes, je serais content que ça le fasse. Donc, sachez que ça va vous être transmis. Là, je vais partager cet outil-là avec Cindy pour que vous puissiez y avoir accès éventuellement. Donc, je m'arrête de parler pour tout de suite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions pour les 12 prochaines minutes qui nous restent. Donc, vous pouvez soit, si vous voulez, euh, utiliser la fonction main levée. Donc, ça, c'est dans les réactions que vous avez peut-être dans votre Zoom. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat. Sinon, Cindy, je ne sais pas trop si on peut permettre aux gens de juste ouvrir leur caméra, de nous faire signe s'ils veulent Oui, intervenir. oui, c'est ça. Vous avez le choix. Soit vous pouvez lever la main en ouvrant votre caméra. Il y en a qui lèvent la main puis ils ouvrent pas leur caméra. Ça ne nous dérange pas du tout. Là. On vous laisse ça à votre discrétion. Vous pouvez écrire dans le chat aussi. On sait que des fois, c'est un sujet qui est plus gênant ou quoi que ce soit. On est moins à l'aise. Vous pouvez écrire dans le chat. Pendant que vous posez vos questions, j'avais un commentaire de Annie-Pierre qui disait: Je trouve que les professionnels de la santé ne prennent pas au sérieux les impacts sur le désir et les fonctions sexuelles du plaisir. C'est comme si c'était pas important. Très intéressant. Merci, Annie-Pierre. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir chez certains professionnels de la santé. Je vous dirais, des fois, ça va venir d'un discours ben regardez, là, mettons, on vous a sauvé la vie, on a fait ce qu'on a pu, là, pour le reste. Tu sais, des fois, il peut y avoir un peu de défaitisme de la part de certains professionnels de la santé, mais je vous dirais que si ça peut vous encourager, je vois vraiment un changement de culture en ce moment chez les professionnels de la santé. La sexualité, elle est vraiment considérée comme importante et les gens veulent offrir des meilleurs services à leurs patients. C'est sûr qu'il peut toujours y avoir, tu sais, les professionnels de la santé, c'est aussi des humains, hein, fait qu'ils ont aussi leurs propres biais, leurs propres opinions, leurs propres réactions. Donc, je vous encourage, si jamais avec un professionnel de la santé, vous n'avez pas la réception que vous voulez pour quand vous abordez la sexualité, mais peut-être essayer de trouver un autre professionnel en qui vous avez confiance. Si c'est possible, ces personnes-là vont être bien intentionnées puis faire ce qu'ils peuvent pour vous aider. Merci. Je vois, est-ce que tu veux, je vois qu'il y a des réactions là. Oui, ben si. Tu peux y aller si tu préfères. Excellent, merci. Donc, on a Ginette qui nous parle justement, des fois, il peut y avoir des incontinences urinaires et rectales. Effectivement, puis les incontinences, en fonction de notre condition de santé, ça peut être très anxiogène sur notre vécu de la sexualité. Hein, on peut avoir peur de ne pas être propre, on peut avoir peur d'avoir des accidents, on peut avoir peur du jugement de l'autre. C'est quelque chose justement qui est très valide si on a une inquiétude de ce côté-là. Moi, ce que j'encourage beaucoup, c'est de regarder si on a des situations d'incontinence, qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien qui nous aide à gérer nos incontinences et est-ce qu'on serait capable de généraliser ça, de transférer ça à notre vécu de la sexualité. Mais aussi, ça vient avec beaucoup de communication, à savoir, tu sais, d'en parler avec nos partenaires, de dire, regardez, ça se peut que ça arrive. C'est pas de ma faute, c'est ma condition de santé. Puis d'avoir une discussion ouverte sur le sujet, souvent, ça peut venir aussi diminuer certains stress. Mais c'est un point qui est très valide. Merci beaucoup. On a Vanessa qui dit, est-ce que les sexologues ont un diplôme d'État au Québec? En France, il n'y a aucune régulation de la profession et du coup, on ne sait pas où aller. Fait que moi, je vais parler pour le Québec. Il y a des formations professionnelles en sexologie. Il y a un ordre des sexologues du Québec. Donc, c'est une profession c'est une profession officielle de la santé qui a un ordre.
Donc, il y a un bac et une maîtrise à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et il y a un nouveau bac, je crois, qui a ouvert, qui a démarré à l'Université Laval. Pour la France, je ne saurais pas, je pourrais pas vous dire. Euh, donc, si je regarde, merci, je vois qu'il y avait des personnes qui ont intervenu. Euh, donc, il y a de la place pour d'autres questions, d'autres commentaires si vous en avez. Aussi, tu sais, c'est beaucoup de contenu que je vous ai lancé là, en quelques minutes, là, fait que euh, ça se peut que ce soit beaucoup à prendre, puis qu'on ait peut-être pas de questions tout de suite, il n'y a pas de problème. On va se laisser le temps. OK, on a Gabriel qui demande, est-ce qu'il y a des guides d'autogestion avec des stratégies d'adaptation? Je vous dirais qu'en termes merci Gabriel pour la question, en termes de douleur chronique, je serais surpris qu'il n'en existe pas, mais je peux pas vous garantir qu'il soit en français. Euh, Ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être de faire une recherche sur Google ou peut-être dans des associations de patients. J'ai vu beaucoup de dépliants sur des stratégies un peu de base, tu sais, un peu là, sur, disons, comment prendre soin de son sommeil et comment ça pourrait avoir un impact sur notre sexualité. Tout ce qui est l'autogestion de la douleur, tu sais, ce que j'ai vu beaucoup, c'est de généraliser les stratégies que vous utilisez déjà dans votre quotidien, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer à la sexualité, mais une ressource en soi, je n'y ai pas accès encore. Par contre, ça pourrait être un très beau projet à faire dans le futur, puis peut-être avec la QDC, c'est quelque chose sur quoi on pourrait se pencher. Très bon point. Louis-Pierre, j'ai Monsieur Paul Tremblay qui aimerait prendre la parole avec le micro parce qu'il y avait une longue question pour vous. Oui, ben, il n'y a pas de problème. Monsieur Tremblay, on vous invite à ouvrir votre micro. Oui, alors bonjour. Bonjour. Je me demande si, pour une question de désir sexuel, tu sais, pour une question on est en train de parler présentement, si on avait un spécialiste qu'on devrait consulter, est-ce que ça serait comme un médecin généraliste qui pourrait nous aiguiller ou est-ce qu'on devrait s'en aller sur côté sexologue? Tu sais, le sexologue n'est pas spécialiste en douleur, le médecin n'est pas spécialiste en sexologie. S'il y avait une personne qui pourrait peut-être nous aiguiller, est-ce que c'est un médecin généraliste? Une excellente question. Merci beaucoup, Paul. Moi, ce que je proposerais, ce serait d'en parler premièrement à votre médecin généraliste pour qu'il puisse vous aider à voir est-ce qu'il y a de la médication dans ce que vous prenez qui pourrait affecter votre désir. Je crois définitivement qu'une personne en sexologie pourrait, eux autres, vous avez raison, c'est les spécialistes du désir sexuel. Je pense qu'ils pourraient vous aider. Ensuite, c'est de voir est-ce que vous avez accès à un sexologue là, dans votre arrondissement, dans votre CIUS ou au privé. C'est à voir là, pour chaque personne, le contexte peut être différent. Euh, et ensuite, le médecin, disons généraliste, si votre souci au niveau du désir sort de ses compétences, devrait être capable de vous aider à trouver la bonne personne, disons le bon médecin spécialiste. J'espère que je réponds un peu à la question. Parce qu'en gros, toutes vos hypothèses, c'était bon. Tu sais, ça pourrait tout être des personnes qui pourraient peut-être vous aider, du moins en partie. Oui, en fait, ça répond partiellement parce que c'est ça. J'ai déjà discuté avec mon médecin généraliste. Mhm. Il est effectivement la personne qui connaît la médication que je prends, mais il n'est pas spécialiste en douleur chronique. Il ne spécialise pas du tout là-dedans, donc il faudrait qu'il me fasse une référence pour la douleur. La référence pour la douleur ne sera pas nécessairement la référence pour la sexologie. On est vraiment perdu. J'ai assisté à cette conférence, pas nécessairement dans ce but, mais oui aussi dans ce but pour essayer de voir quelles sont nos ressources, à quel endroit on peut se diriger. Euh, Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui, c'est que je ne suis pas seul. Je le savais, mais je le vois qu'on n'est pas seul dans notre combat.
Mais c'est ça un peu, je recherche des ressources on dirait qu'il faudrait passer le bottin au complet pour être capable de trouver tous les gens qui vont nous donner chacun leur petite recette pour que nous, on fasse. J'ai encore l'impression que je suis un peu perdu. Comprends. Je comprends. Puis votre vécu est très valide. C'est difficile de s'y retrouver dans le système de la santé parfois. Selon aussi la région où on est, on n'a pas accès aux mêmes ressources non plus. Ce que je vous dirais, un point de départ, si vous cherchez des personnes en sexologie, en allant sur le site de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, il y a un répertoire où vous pouvez indiquer, par exemple, votre ville, votre arrondissement ou votre région administrative pour vous aider à trouver des personnes. Puis même là-dedans, il peut y avoir des fois peut-être des mentions au niveau de l'expertise. Puis vous pourriez voir est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient avoir des connaissances en lien avec la douleur. Euh, et au moins aussi peut-être de voir là, avec cette référence-là, c'est peut-être, mettons, une clinique de la douleur vers laquelle vous êtes référé. Peut-être que ces personnes-là pourraient vous offrir un soutien plus approfondi que, disons, la médecine de famille. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un manque de ressources, puis il y a un manque de clarté dans le système. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel, en recherche et en santé, il faut qu'on se penche pour que ce soit plus facile pour vous dans le futur là, de savoir c'est quoi les ressources qui existent, mais aussi d'y avoir accès. C'est de pas non plus être sur une liste d'attente pendant 3 ans avant d'avoir les services. Euh, je suis sensible à ce que vous me dites, puis ça pourrait justement éclairer des beaux projets là, pour le futur pour améliorer le tout, là. Merci, Monsieur Tremblay. Je vois Merci qu'il beaucoup. était, je vois qu'il était Oui, 58. oui, il est midi 58. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou Oui, moi, j'ai j'ai pas de problème. Parfait, j'ai Madame Suzy Charon qui aurait une question à poser. Elle n'est pas capable d'actionner son micro, fait que je vais aller le faire moi pour vous, Madame Charon, ce sera pas bien long. OK, je vais. OK. Madame Charon, j'essaie de le faire de mon côté, mais je pense que ça fonctionne pas. Vous êtes censé avoir un petit icône en bas à gauche sous forme de micro. Il faut cliquer dessus. Bon, je pensais qu'on allait être capable de le faire, mais ça ne Peut-être. fonctionne pas. J'avais une question aussi d'une autre personne. Pour la vidéo que vous avez présentée au début de la présentation là, sur la Mhm. fibromyalgie et la sexualité, on se demandait si on pouvait avoir le lien de cette vidéo. Oui, je vais le faire tout de suite. Je vous partage le lien, comme ça va être fait. Puis je peux peut-être juste regarder là, les questions dans le chat, peut-être faire des interventions rapides, si c'est correct avec toi, Cindy. Oui, oui. Tu sais, disons, je vois tu sais, peut-être une question de Nadège. Comment est-ce que c'est possible de garder la spontanéité lors des rapports lorsque nous avons de la douleur? Je dirais, Nadège, c'est une excellente question. Pour beaucoup de personnes, la spontanéité, c'est important en lien avec la sexualité. Euh, Moi, comme ergothérapeute, quand j'encourage mes patients à s'adapter à leurs conditions, ça vient avec beaucoup de planification puis d'organisation, fait que ça peut aller à l'encontre de la spontanéité. Moi, ce que je dirais, c'est qu'une activité sexuelle qui est bien planifiée peut être vraiment satisfaisante, même si elle n'est pas spontanée, comme on pourrait dire. Fait que moi, j'encourage beaucoup les personnes à réfléchir à est-ce que c'est si important que ça pour eux et elles, le fait que la sexualité soit spontanée ou imprévue ou qu'elle arrive comme ça, si elle finit par faire mal parce que justement elle a été spontanée, c'est pas une réponse à oui ou non ou faut que toutes les activités sexuelles soient planifiées ou qu'il faut qu'elles soient toutes spontanées. Ce que je vous dirais, c'est que d'une personne à l'autre, ça va varier, mais c'est possible d'avoir du plaisir même dans des activités sexuelles qui sont planifiées. Puis quand on a des besoins de gérer notre douleur, gérer peut-être nos tensions musculaires ou de quoi, ça se peut qu'il y ait des moments dans la journée qui soient mieux pour prévoir nos activités sexuelles. Ça peut être une manière de s'auto-gérer, oui. Je vois qu'il est 13h01, Cindy, fait que Oui, euh, je, oui.
Pour C'est les ce autres qui met questions, je suis désolé, je pourrais pas y répondre. Oui, désolé pour les autres personnes qui ont des questions. Malheureusement, on doit mettre fin à la conférence. Je te remercie énormément, Monsieur Auger. C'était très intéressant et aussi tout nouveau. Donc, on voit qu'il y a vraiment de la demande. Ça intéresse les gens. C'est un besoin qui est souvent oublié. Puis, je sens qu'il y a beaucoup de choses à venir dans ce sujet-là. Donc, merci d'avoir été présent avec nous. C'est grandement apprécié. Les gens ont été réceptifs à la conférence d'aujourd'hui. Un grand merci. On vous invite, si vous avez besoin de faire des commentaires ou peu importe, des demandes particulières que vous aimeriez qu'il y ait un sujet qui soit abordé particulièrement au niveau de la sexualité, à faire la demande auprès de la QDC. Avant de terminer, je vous rappelle que cette semaine, on est la semaine de la douleur chronique, de la sensibilisation pour toutes les organisations au travers le Canada. Alors, c'est une semaine très importante pour tous. C'est pourquoi demain, la QDC, nous avons une autre conférence qui est donnée par la conférencière Fanny Gravel-Patry de l'Association canadienne de la santé mentale de Montréal et elle va présenter la santé mentale démystifiée. Donc, je vous invite à aller sur notre site Internet pour vous inscrire dès maintenant si vous voulez assister demain à midi. On a aussi notre prochaine conférence provinciale le 10 décembre qui a comme sujet du deuil d'une vie sans douleur à l'acceptation de la douleur chronique, chemin de résilience et d'adaptation par notre conférencière Dr. Isabelle Pelletier, psychologue, et Mélanie Bouchard. Donc, c'est ce qui met fin à notre conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Monsieur Auger, si vous êtes capable de rester présent, les gens vont quitter. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Excusez, je manque toutes les conférences parce que je ne comprends pas comment Zoom fonctionne. Je manque OK. tout le temps tout. Je ne sais pas comment faire. OK. Bien, vous pourriez tout simplement écrire à la QDC, puis on va vous dire comment faire. OK, parce que c'est ça, j'ai tout le temps des questions, puis je ne peux jamais rien faire, puis ma caméra ne marche pas, mon son ne marche pas, tant que l'autre ne le fait pas activer. Parce que moi, je suis sur un cellulaire. Sur mon PC, ça marche, je crois, mais sur le cellulaire, ça ne fonctionne pas. OK, parfait. Fait que vous pourrez écrire à la QDC, puis un membre de l'équipe va pouvoir tenter de vous aider. OK, merci. Merci, au revoir. Au Merci, revoir tout au le revoir. monde. Mais la QDC, c'est quoi l'adresse? C'est courriel. Dans le fond, vous pouvez taper sur Google AQDC, Association de la douleur chronique du Québec, puis ça va vous amener sur la vidéo, sur notre site Internet. Est-ce que tu veux que j'arrête l'enregistrement, Cindy? Oui.